Donc, avec la présence exceptionnelle aujourd'hui de Madame Descamps, directrice qualité, risque, évaluation, et de Monsieur Lignel, coordonnateur général des soins, qui vont pouvoir nous parler de la préparation de la certification HAS 2026. Donc, pour rappel, cette visio mensuelle de 30 minutes est portée par le service de santé publique et environnementale, la coordination générale des soins et la direction qualité. Ce sont des rendez-vous qui peuvent être suivis individuellement ou encore mieux en équipe. Sachez enfin que chaque visio est enregistrée et mise à disposition sur la chaîne YouTube du CHU. Vous retrouvez le lien dans chacune des invitations calendaires dédiées à ce rendez-vous et aussi à la fin des mails Améliorons nos pratiques. Donc, nous vous passerons la parole d'ici 15 minutes pour répondre à vos questions. D'ici là, nous vous invitons à couper vos micros, s'il vous plaît, à vous renommer afin que nous puissions établir la liste des participants. Et bien sûr, nous prendrons également les questions qui sont posées en cours de présentation dans le chat. Sur ce, je vais laisser la parole à Madame Descamps et à Monsieur Lignel et je vous souhaite une bonne visio à tous. Bonjour, merci à tous d'être connectés. Donc l'enjeu, vous l'avez compris, l'enjeu de la visio d'aujourd'hui, c'est de vous parler de la certification HAS qui aura lieu sur notre établissement en mars 2026, donc c'est bientôt. Cette certification, elle se fonde sur cette Bible, vous ne voyez pas à l'écran à cause du fond d'écran, pardon, qui est le manuel de certification que vous pouvez retrouver sur Rénov et également sur le site de la HAS. Alors, l'objectif de cette visio, ça va être de se centrer sur le plan d'action. Et donc, on va articuler ça autour de 2 parties. On va vous donner les principaux éléments du plan d'action et ensuite vous décrire les modalités qui ont été définies pour vous accompagner dans sa mise en œuvre. Et donc, ce sera 15 minutes d'exposé et puis ensuite, bien sûr, on prendra vos questions. Alors, les principaux éléments du plan d'action. Alors déjà, comment on a construit ce plan d'action? Alors, on a effectué depuis ce printemps et vous y avez contribué et on vous en remercie de nouveau à toute une série d'évaluations et d'auto-évaluations selon des grilles, selon des méthodes HAS que vous connaissez, des traceurs ciblés, des parcours patients traceurs. Et l'ensemble de ces évaluations ont produit toute une matière que nous avons rassemblée en termes de propositions d'amélioration. Et alors, c'est une matière très, très abondante. Et notre enjeu, c'était vraiment de prioriser sur les enjeux les plus critiques parce que, bien sûr, on ne pouvait pas vous demander de prendre en charge l'ensemble des éléments qui sont remontés dans ces évaluations. Donc, on a priorisé en essayant de déterminer ce qui était le plus critique, qui concernait le plus de pôles de soins et aussi ce qui était le plus faisable d'ici la certification. Et donc, ça nous amène à un plan d'action qui est lui-même en 2 parties. Il y a toute une partie transversale commune à tous les PHU, qui est celle dont je vais vous parler aujourd'hui. Et puis, il y a aussi des axes qui sont plus propres à tel ou tel PHU, et donc sur lesquels il faudra que les PHU en question se mobilisent. Alors, au sein du plan d'action transversal, il y a en soi également deux parties, si je puis dire. Et la première partie, on a appelé les actions, les objectifs, les fondamentaux, la pratique soignante, puisque ça va impliquer au final une mobilisation, une remobilisation pour répondre aux attendus sur des choses qui ne sont pas des nouveautés au sein du référentiel de certification et qui ne devraient pas vous surprendre puisque ce sont des classiques en quelque sorte de la qualité et de la sécurité des soins qui fondent évidemment notre action au quotidien. Je ne vais pas tout vous énumérer, mais vous y trouverez tout ce qui est appropriation des démarches qualité par les professionnels,
concrètement connaître ces indicateurs qualité, connaître les actions qualité qui sont menées au sein des services, tel ou tel recueil, tel ou tel audit qui a été mené, et puis savoir quelles sont les actions d'amélioration qui en sont découlées. Un autre élément important, c'est aussi la connaissance et l'application des règles d'identito-vigilance. Hein, c'est toujours des choses sur lesquelles il faut régulièrement revenir. Et puis, il y a une grosse série d'objectifs aussi sur la sécurisation du circuit de médicaments, avec plusieurs pans intégrés dans ce gros objectif chapeau. Il y a tout ce qui est sécurisation de l'accès aux médicaments, donc avoir les salles de soins fermées, les armoires à pharmacie fermées, évidemment pas de médicaments accessibles aux patients. Avoir une préparation des médicaments ou des injectables au plus proche de l'administration, des conditions de conservation des médicaments sécures, donc voilà, suivre les températures des frigos, s'assurer que les frigos sont exclusivement consacrés à la conservation des médicaments, et puis évidemment tout ce qui va concerner les médicaments à risque, hein, donc bien connaître la liste des médicaments à risque et bien s'assurer de leur visualisation au sein de l'armoire à pharmacie et des chariots. On peut aussi citer tout ce qui est connaissance des modalités de gestion des urgences vitales. Hein, donc, il y a la composition hein, du chariot d'urgence vitale, la connaissance des numéros d'urgence vitale, et puis également des enjeux de connaissance des modalités de repérage et de déclaration des situations de maltraitance. Hein. Vous le savez, la HAS est extrêmement attentive à tout ce qui est droit des patients. Alors, au-delà de ça, il y a des enjeux qui nous paraissent un peu plus émergents. Un enjeu extrêmement important, hein, c'est un critère obligatoire dans le manuel de certification, ça va être la prise en compte de la satisfaction et de l'expérience patient. Et il est dorénavant demandé à ce que cette analyse et cette prise en compte se fasse au niveau de chaque service de soins, un petit peu chaque unité de lieu, et à partir de l'analyse des indicateurs, des verbatims des patients. Et dorénavant, on peut vous mettre à disposition des résultats à cette échelle, donc l'échelle du service, grâce à l'outil national ISATIS. Donc, il y a un plan d'expérience patient qui est porté par la direction des usagers avec voilà, un déploiement qui est en cours. Un deuxième enjeu, c'est la connaissance, la consultation et l'alimentation du dossier médical partagé. Hein, il y a aussi le terme Mon espace santé, hein, qui est un terme un petit peu plus large. C'est vrai que c'est un sujet qui est en montée en charge dans les établissements et puis auprès des patients et des citoyens. Donc, c'est important que les établissements de santé investissent également cet outil de coordination des soins. Un dernier élément que je vais vous citer, avant de céder la parole à Jean-Michel Lignel, c'est la réflexion qui doit être promue, là aussi au niveau de chaque service, sur les soins éco-responsables. Puisque la HAS considère que c'est aussi un élément de qualité et de permanence des soins, de pouvoir aussi réfléchir sur l'utilisation de nos ressources et la manière de minimiser notre impact sur l'environnement. Voilà pour la description un petit peu large du contenu du plan d'action. Je vais céder maintenant la parole à Jean-Michel Lignel pour vous expliquer les modalités de mise en œuvre. C'est vrai que jusqu'à présent, on a eu une période assez longue là, de communication auprès des différentes instances, auprès d'un certain nombre de professionnels sur les résultats de l'auto-évaluation, sur comment on allait pouvoir y aller. Maintenant, il est temps de rentrer dans le concret. Voilà.
C'est aussi pour ça que les réflexions qu'on a menées avec l'équipe, la coordination des soins, la santé publique et puis l'équipe de la DQRE, c'est comment on y allait, comment on allait outiller notamment l'encadrement par rapport à cette visite de certification. D'abord, ce que je voudrais rappeler, c'est que le portage de la démarche de certification HAS, elle doit être assurée au sein des services par le binôme médico-cadre. C'est un impératif, ça ne peut pas être porté ni par l'un ni par l'autre. La force, en fait, de ce qui va en sortir, c'est ce binôme cadre, enfin cadre médecin qui va devoir le porter. Je veux dire, la certification, c'est vraiment l'affaire de tous et c'est l'affaire de tous nos managers également. Voilà. Donc en fait, pour avancer maintenant dans le concret, ce qui a été travaillé avec l'équipe de la DQRE, c'est de pouvoir timer, je veux dire, la préparation de cette visite avec différentes phases qui doivent permettre en fait dans chacune d'elles de faire des focus sur des thématiques. On a défini 3 périodes, donc une première période qui va de maintenant jusqu'à la fin novembre, une période qui ira jusqu'à mi-janvier, puis une dernière période qui ira de mi-janvier jusqu'à fin février, possiblement jusqu'à la visite de certification. Et sur chacune de ces périodes, on va avoir un certain nombre de thématiques sur lesquelles vous allez, notamment l'encadrement et les médecins responsables des services, pouvoir vous focaliser avec vos équipes. Si on reprend par exemple la première période, donc jusqu'à fin novembre, on a fait le choix d'y mettre des sujets sur lesquels, comme l'a dit Céline Descamps, on va revenir sur des fondamentaux, sur des choses il n'y a aucune surprise, sur des choses qu'on connaît bien, mais sur des choses sur lesquelles on pense il faut revenir et sans doute revenir de façon assez régulière. L'appropriation de la démarche qualité par les professionnels est un enjeu important. C'est quelque chose que vont venir chercher aussi les experts visiteurs lors de la visite. C'est aussi être capable d'exploiter les résultats de l'expérience patient. Au sein de chaque service, vous disposez de données qui vous permettent de mieux appréhender l'expérience patient, la satisfaction du patient et surtout, qu'est-ce que vous avez mis en place pour y répondre. On va revenir aussi sur cette période, je veux dire, les grands principes, les prérequis de l'hygiène et notamment de l'hygiène des mains. Voilà. C'est quelque chose qu'on sait qu'il faut régulièrement revenir dessus. L'auto-évaluation nous a montré qu'on était assez perfectible sur ce sujet. Voilà. Céline Descamps l'a repartagé. Le sujet du parcours, du circuit du médicament est un sujet que, à chaque visite de certification, les experts viennent chercher. Le niveau d'exigence monte à chaque fois. Sur la dernière itération de la visite de certification, c'était les médicaments à risque qui avaient été mis en exergue. Eh bien, en fait, il va falloir à nouveau se repencher sur le sujet, comment on resécurise tout ce qui est préparation, administration, gestion des médicaments. Les exemples les plus simples que vous avez dans vos services, c'est la réduction des interruptions de tâches, dont on sait qu'elles sont génératrices d'erreurs. On sait aussi que les pratiques courantes au sein des services amènent les professionnels à avoir des pense-bêtes, où ils retranscrivent des données. Vous savez qu'un certain nombre de choses peuvent apparaître, d'autres ne doivent pas apparaître sur ces plans de soins. Et puis, on revient aussi sur quelque chose qui est assez fondamental et sur lequel on a fait l'observation cet été, et on avait été aussi alerté par les visiteurs dans le cadre du COFRAC, le sujet autour de préparation à l'avance, et notamment, je reviendrai sur l'exemple de l'étiquetage des tubes dans la phase préanalytique avant le prélèvement. Je rappelle que l'étiquetage des tubes doit se faire de manière extemporanée au moment de la prise de sang et au moment où c'est la personne qui en fait réalise le geste qui va étiqueter ces tubes. On s'est à nouveau aperçu cette année que des pratiques on va dire un peu anciennes subsistent dans un certain nombre de services avec un pré-étiquetage des tubes et très souvent par des équipes de nuit et avec une vérification le lendemain matin qui est assez peu généralisée. Voilà. Donc tout ça, ce sont des exemples qu'on a relevés aussi à travers l'auto-évaluation, qui nous font dire qu'on a un certain nombre de fondamentaux, je veux dire de basiques, sur lesquels il faut, je veux dire, resynchroniser nos professionnels. Il n'y a pas de nouveauté,
Je veux dire, c'est comme à chaque itération des visites de certification, il faut remettre un peu tous ces sujets sur la table. Alors, bien faire reprendre conscience de ce que sont les bonnes pratiques de soins, de ce que sont les bonnes pratiques de prise en charge du patient. Ça veut dire qu'il va falloir être présent dans les services, il va falloir observer les professionnels, il va falloir aussi réajuster ses pratiques. Voilà. Donc ça, c'est je veux dire la première partie, donc cette première phase qui va aller jusqu'à fin novembre. Vous allez avoir un focus, une attention toute particulière à poser sur ces sujets. Maintenant, pour vous aider également, pour aider en fait le binôme médico-cadre, on va vous mettre à disposition un certain nombre d'outils qui sont des outils concrets, qui sont des flyers. Il y a déjà le flyer sur les objectifs 2026 de la certification qui a été distribué. Il y a les mails fil rouge, donc j'améliore mes pratiques, qu'on va aussi ritualiser toutes les semaines. On va avoir des pockets, on va essayer peut-être de travailler sur aussi peut-être des formules plus, je veux dire, plus ludiques, avec pourquoi pas des quiz, avec utiliser des outils peut-être des outils numériques. Voilà. Le premier outil qui va vous être transmis, c'est une checklist qui recense en fait tous les incontournables, je veux dire, de la visite de certification. Cette checklist, elle va être assez simple, hein. Elle est partie. Elle est partie, voilà, c'est ça. C'est une feuille recto verso sur laquelle vous allez avoir à cocher, enfin, en tout cas poser votre attention sur un certain nombre de sujets. On a ciblé l'affichage. Vous savez qu'un certain nombre de documents se doivent d'être affichés au sein des services. C'est aussi s'intéresser à l'affichage, c'est aussi enlever tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui est possiblement périmé aussi. Vous allez avoir à vous focaliser aussi sur les droits des patients. Attention, la confidentialité, le respect de l'intimité. Céline Descamps l'a dit. On ferme les portes des chambres. Dans les chambres doubles, on fait lors des soins ou même pas forcément lors des soins. Et lorsqu'il y a des rideaux de séparation, on utilise ces rideaux de séparation. Enfin, vous allez avoir un certain nombre de points sur lesquels porter votre attention. On l'a évoqué, la checklist elle portera aussi sur certains sujets autour des produits de santé, hein. On a rappelé, les salles de soins doivent être fermées, les armoires à pharmacie doivent être fermées aussi. Euh, je l'avais dit au début par rapport à la dernière itération de la certification, cette liste des médicaments à risque aussi. Donc, un certain nombre de points sur les produits de santé. Et on va revenir aussi sur l'hygiène, la gestion du risque infectieux, qui est aussi un des points importants que la HAS viendra observer dans notre établissement. Voilà. Maintenant, par rapport à l'ensemble de ces choses qu'on va vous demander de travailler en binôme avec vos équipes, vous n'êtes pas seul. Il y a des équipes qui sont des équipes d'experts, hein. Il y a toutes les équipes de la DQRE avec les ingénieurs qualité qui sont à vos côtés dans les PHU. Il y a également l'UGRI qui, sur tous les sujets d'hygiène, est capable de venir en appui. Je citerai aussi la CoSecurimed pour tout ce qui a trait au circuit du médicament. On a la chance d'être dans un établissement où on dispose de ressources importantes pour nous aider, pour venir en appui. Alors, pas forcément pour faire à votre place, mais vraiment venir en appui, vous apporter cette expertise. Voilà. Donc, on est cette fois-ci maintenant lancé dans le concret de notre visite de certification. On vous met à disposition un certain nombre d'outils qui vont être extrêmement aidants. Mais comme je l'ai dit au début, l'auto-évaluation qui a été réalisée un peu avant cet été et les constats qu'on en retire, on s'est quand même aperçu qu'on a un certain nombre de points qui sont, je l'ai dit, hein, des fondamentaux, des basiques, pour lesquels on n'atteint pas aujourd'hui, en tout cas au moment de l'auto-évaluation, on n'atteignait pas les attendus de la HAS. On a donc besoin de réactiver chez nos professionnels ces bonnes pratiques dans un certain nombre de domaines. On pensait peut-être pas obligé de repartir sur autant de fondamentaux. Maintenant, c'est le constat de l'auto-évaluation, donc il faut qu'on y réponde. Il n'y a rien d'irrémédiable. On a encore un peu de temps devant nous,
Mais ça n'empêche que on a fait ce constat d'une perte de repères peut-être, hein, peut-être d'un relâchement dans certains fondamentaux et certains basiques, ce qui nous montre bien que rien n'est jamais acquis, voilà, et qu'il faut constamment pouvoir revenir sur ces pratiques, à la fois dans la prise en charge des patients et dans les pratiques de soins. Voilà. Donc maintenant, je veux dire, le décompte est en train d'avancer vers la visite de certification. Vous avez les outils, cette première vague d'outils qui va vous arriver, qui est arrivée, qui va vous arriver. On reviendra vers vous régulièrement pour réévoquer les deux phases précédentes. Et puis, on va surtout vous laisser nous poser les questions que vous avez envie de nous poser. Voilà, merci. C'est toujours la première question qui est la plus difficile, mais on est à votre écoute. Bonjour à tous, merci de cette présentation, à la fois globale, synthétique, mais hyper importante. Est-ce que vous pensez que le CHU, c'est plusieurs sites? Et pour le coup, voilà, c'est comment on mobilise effectivement beaucoup de personnes, beaucoup de professionnels sur différents sites dont les activités sont différentes. Mais voilà, c'est un challenge. Oui, alors dans un CHU, en fait, la taille, c'est à la fois une force de frappe et une faiblesse. Donc il faut gérer ça. Notre force, c'est qu'on a certes beaucoup de sites, mais on a des managers, on a des cadres, on a des médecins qui maillent ces différents sites, hein, et qui portent ces valeurs de la certification et qui portent les enjeux qui sont associés. Donc, c'est, comme l'a dit Jean-Michel Lignel, pour nous, c'est fondamental de pouvoir s'appuyer sur eux. Et puis aussi, notre force de frappe, c'est d'avoir des ingénieurs qualité qui sont projetés dans les PHU. Hein. Ce n'est pas le cas dans tous les établissements. Alors évidemment, il n'y a pas un ingénieur qualité par PHU, mais quand même, il y a aussi ce maillage qui permet de diffuser. Et j'oublie pas également que dans chaque PHU, il y a des personnes, cadres et médecins, qui constituent des référents des cellules qualité qui animent aussi la démarche qualité de manière horizontale au sein des PHU. Donc c'est ça vraiment qui est un peu notre pieuvre au sein de l'établissement qui doit nous permettre de surmonter l'effet taille. Puis effectivement, l'effet taille joue, mais dans les thématiques qu'on va aborder, on va aborder beaucoup de thématiques transversales, donc qui concernent tout le monde. Donc il y a assez peu de... Les sujets qui sont abordés sont vraiment des sujets qui intéressent vraiment tous les professionnels de tous ces services. Par contre, on aura une attention particulière, et c'est aussi ce qui va être demandé, ce qui est demandé actuellement au PHU, c'est de s'emparer de l'auto-évaluation, des particularités de leur PHU et justement, à côté de ce plan d'action, qui est un plan d'action transversal institutionnel, d'aller rechercher les sujets, les thématiques sur lesquels ils sentent qu'ils sont un peu plus en difficulté ou perfectibles et qui puissent eux d'eux-mêmes aussi travailler ces thématiques. Donc, à la fois quelque chose de très transversal qui va nous garantir dans tous les sites de l'établissement, on va travailler de la même façon sur ces sujets, et de l'autre côté, des particularités de chaque PHU, donc pour lesquelles les PHU connaissent le terreau, connaissent vraiment le terrain et pourront s'en emparer. Il y a d'autres questions, des remarques, des suggestions? Bonjour, merci pour cette intervention et cette présentation. J'ai quelques petites questions parce qu'effectivement, je suis assez sensible à ce qu'on appelle l'expérience patient et je trouve effectivement qu'on peut en tirer beaucoup de choses. Et c'est plutôt, on a de beaux outils, je trouve, au CHU, comparé à d'autres établissements, c'est-à-dire les enquêtes sur lesquelles on peut avoir des retours aussitôt et accessibles via l'intranet. Et je trouve ça d'une force de frappe assez importante pour nous en tant que manager.
mais des fois, je suis un peu dépourvu sur certaines choses qui ne quelque part, ne sont pas de ma responsabilité, entre guillemets. Je voulais savoir s'il y avait des plans d'action au niveau de l'institution sur ce sujet. Alors, dans les exemples que je peux donner, c'est un exemple qui est terrible, les repas, l'accessibilité, la signalétique, la problématique d'admission, tous ces sujets-là pour lesquels moi, clairement, nous sur le terrain, on n'a pas du tout la main. Et pourtant, alors moi, je ne suis pas allé voir chaque PHU comment ça se passe, mais ça représente 95% des retours négatifs de nos patients. Donc c'est la volumétrie, c'est la masse, et elle est là. Qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ça? Sur les histoires des repas, c'est pas quelque chose qui date d'il y a 6 mois, c'est pas quelque chose qui date de l'année dernière, c'est quelque chose qui date de plusieurs années, sur lequel je ne crois pas qu'il y ait d'effets positifs actuellement. Et on sait que l'alimentation, même pour la certification, est une thématique qui sera certainement de plus en plus importante. Non, c'est une composante claire de la satisfaction patient et aussi de la qualité des soins, puisqu'on sait que l'expérience patient, une expérience patient positive est reliée à une meilleure expérience de soins. Marc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de sujets que vous avez évoqués sur lesquels on n'a pas de prise, ou en tout cas où on a peu de prise. On a aussi, alors là, ce que vient de dire Céline Descamps sur le sujet de l'alimentation, c'est pas simple parce qu'on ne maîtrise pas ce process. Par contre, sur d'autres sujets que vous avez cités, la signalétique, l'accessibilité, il faut aussi savoir qu'on est dans un établissement aujourd'hui qui est à la veille de se reconstruire et d'investir un nouveau site, qui fait que effectivement, il y a certains. On aurait été dans un établissement qui n'a pas le projet de se reconstruire, on aurait sans doute avancé beaucoup plus vite sur des sujets autour de l'accessibilité, de la signalétique. Les experts visiteurs vont venir auditer ce qu'ils vont voir le jour de la visite. Mais effectivement, le fait de ne pas avoir investi sur certains champs, certaines thématiques, parce que dans 2 ans, on sera dans le nouvel hôpital, effectivement, peuvent expliquer que sur certains sujets, effectivement, l'accessibilité, même si dans la très très grande majorité de nos bâtiments, on est accessible aux personnes en situation de handicap notamment, je reconnais que la signalétique à certains endroits, plus on monte dans les étages, plus elle se dilue. Voilà. Mais ça, je pense que on n'a pas investi parce qu'on a un autre projet majeur. Voilà. Oui. Et après, il est certain que dans les remontées d'expérience patient que vous avez, on est bien conscient qu'il y a des choses qui sont à votre main et d'autres qui ne sont pas à votre main. Et nous, et ça pour le coup, vous avez raison, c'est un enjeu institutionnel de pouvoir se dire, partager au niveau de l'institution à un moment tout ce qui n'est pas à la main des équipes elles-mêmes. Et sur lesquels voilà, l'établissement est interpellé par ses patients. Après, je ne dis pas que… Non, mais tout à fait. Après, il n'y a aucune. C'est des questions qui sont. Parce qu'ils nous reviennent régulièrement. Et moi, comme je vous le disais, sur l'expérience patient, je trouve que c'est extrêmement important. Alors, par exemple, j'ai pas pris dans les exemples des exemples où je savais très bien qu'ils sont en lien avec le déménagement, parce que je ne vous ai pas parlé du froid dans les chambres. Je ne vous ai pas parlé du bruit de l'hélicoptère, parce que les chambres de split en rive, elles sont juste au-dessous. Donc, ça, je ne vous en ai pas parlé, parce que c'est inhérent. Et à l'établissement, on sait qu'on va déménager. Donc, c'est cette notion-là. C'est juste peut-être un truc sur lequel il faudrait demain, parce que ce sera valable pour les prochaines, on est nous dans nos services, donc on s'occupe de l'expérience patient dans nos services. Mais il y a des zones qui sont en dehors de notre service, c'est-à-dire le patient pour qu'il arrive à l'admission, de l'admission à notre service, les locaux communs, etc. Et ça, peut-être qu'il y a une petite zone d'ombre à cet endroit-là, et que, parce que je pars aussi de mon expérience à moi, je me balade entre le hall de l'Hôtel-Dieu, de rez-de-chaussée bas, et le service de radiologie. Je traverse donc le couloir de l'entrée PMR de l'Hôtel-Dieu. C'est là que rentrent tous les patients hospites de l'Hôtel-Dieu. Il y a un couloir qu'ils empruntent, qui est sans doute un des plus moches de l'hôpital, et il y a une barre de seuil sur laquelle tous les brancards passent. Voilà. Et moi, depuis 4 ans, je vois les brancards faire un soubresaut avec des patients qui sont douloureux. Et cette expérience-là, j'ai essayé de la partager, j'ai essayé de la faire remonter au plus haut possible, parce que c'était il y a 4 ans. Et je n'ai pas réussi à faire bouger les choses. Et je pense qu'il faut qu'on ait des actions aussi sur ces secteurs qui sont un peu dans l'ombre, parce que ça participe aussi avec cette expérience patient, mais qui n'est pas directement en lien avec notre service, quoi.
Bon, c'était juste un petit témoignage. Non, vous mais avez raison de pointer cela, oui. On le prend comme tel. C'est vrai qu'on a des sujets sur lesquels il va être plus facile de travailler. On a quand même, et vous l'avez très bien dit, hein, on a quand même cette habitude dans l'établissement je parle des relevés, enfin, de l'audit interne sur notre recueil d'indicateurs internes. Là, on a les moyens via ISATIS aussi de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de données. Après, il y a sans doute une marche à faire et qui est peut-être pas faite partout, c'est comment on partage ces données avec les équipes. Et c'est ça qui va participer à l'appropriation de la démarche qualité et de la démarche expérience patient aussi. Et je pense que vous l'avez fort bien dit, on a la matière pour pouvoir acculturer nos équipes, pour pouvoir partager avec eux. On va peut-être pas assez loin aujourd'hui dans ce partage. Et dans le partage aussi, parce que c'est vrai que la HAS nous demande à ce que l'expérience patient soit prise en compte au niveau de chaque service, mais en définitive, il faut qu'elle soit prise en compte au niveau des services de soins, mais aussi des services support dont l'action impacte l'expérience patient. Donc, voilà, vous avez raison, il faudrait que nous aussi, on partage les éléments qui vont être du ressort de la direction de la logistique, de la direction des travaux. Il faut qu'à chaque niveau, on se préoccupe de l'expérience patient. Et vous avez tout à fait raison, c'est que l'expérience patient, ça va être forcément l'expérience patient dans le service. Vous parlez de l'imagerie pour vous, où le patient va venir pour son examen. Mais l'expérience patient, ça va être depuis son entrée dans l'établissement et où il va avoir à subir, entre guillemets, parfois, toutes nos interfaces, où là, par contre, on est extrêmement perfectible. Est-ce qu'il y a, je vois qu'il est 15h02, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour une toute petite transition avec la question, on peut peut-être juste annoncer la prochaine visio qui aura lieu justement sur la thématique du recueil de l'expérience patient par la DUSPI le 13 novembre. Donc voilà, vous pouvez prendre note de cette date, le jeudi 13 novembre à 14h30. On retrouvera Madame Biette et la direction des usagers sur ce sujet du recueil de l'expérience patient. Bon retour. Excellente journée à tous et encore merci pour votre participation. Merci, au revoir et à bientôt. Au revoir.